À mon dîner de remise de diplôme. Tout le monde riait, jusqu'à ce que grand-mère me sourie et dise « Je suis contente que les 1500 $ que je t'envoie chaque mois t'aient aidé. » J'ai marqué une pause, j'ai regardé autour de moi, et j'ai dit « Je n'ai jamais reçu d'argent. » Tout le monde s'est lentement tourné pour regarder mes parents, qui étaient restés silencieux, figés. Grand-mère a posé son assiette. Et puis, tout a commencé. L'argent disparaissait toujours. Chaque chèque de travail d'été, chaque carte d'anniversaire avec un billet de 20 $ glissé à l'intérieur, chaque bourse d'études destinée à alléger mon fardeau. Tout cela s'évanouissait dans le trou noir de mes parents. Les dépenses familiales, disait-il. J'avais appris à vivre modestement, à m'excuser d'avoir besoin de nouvelles chaussures, à faire des doubles quarts de travail entre les cours alors que mon estomac gargouillait. Jusqu'à ce moment, à mon dîner de remise de diplôme, où la question innocente de ma grand-mère a tout brisé. J'espère que les 1500 $ que je t'envoie chaque mois t'ont aidé, ma chérie. Le silence qui a suivi était assourdissant. La terreur qui a envahi le visage de mes parents disait tout. 72 000 $, volés par les personnes mêmes qui étaient censées me protéger. J'avais passé des années à croire que j'étais le fardeau. Maintenant, je réalisais que j'avais été la banque. Et alors que je plongeais mon regard dans les yeux de ma grand-mère, voyant sa fureur silencieuse s'enflammer, j'ai compris que certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Certaines dettes doivent être payées, intégralement. J'ai lissé le devant de ma toge de diplômé pour la 100e fois, jetant des coups d'œil furtifs à mon reflet dans le miroir du couloir. 4 années de nuits blanches, de dîners à base de ramen, et de survie au jour le jour avaient mené à cet instant. Les voix de mes parents flottaient depuis la salle à manger. Le son familier du rire d'hôtesse de ma mère, pure performance, atteignait mes oreilles. Kala, ma chérie, tout le monde attend, a appelé la voix de ma mère, avec ce ton mielleux qu'elle réservait aux invités. J'ai pris une grande inspiration, et je suis entré dans la salle à manger. Notre maison modeste avait été transformée pour l'occasion. Des fleurs fraîches que je savais que nous ne pouvions pas nous offrir, la belle porcelaine qui n'apparaissait que lorsque ma grand-mère visitait, et même une bannière à félicitations à la diplômée accrochée au-dessus de la cheminée. Mon père, porteur, versait du vin tout en discutant avec mon oncle de la valeur de l'immobilier. Ma mère, Hélène, virevoltait entre les invités avec une grâce étudiée, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. Et puis, il y avait grand-mère Vivien. Contrairement aux autres, elle s'est levée immédiatement quand je suis entré, les yeux brillants d'une fierté sincère. La voilà, annonça Vivien, traversant la pièce avec une vitesse surprenante pour ses 72 ans. Ma brillante petite fille. Son étreinte semblait différente des câlins protocolaires de ma mère. Plus chaleureuse, plus serrée, sincère. Vivien s'est reculé, me tenant à bout de bras pour m'admirer. Tu ressembles exactement à ma mère le jour de sa remise de diplôme, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Forte, prête à tout. Ma mère est apparue à mes côtés, posant une main sur mon épaule avec juste assez de pression pour créer une distance entre Vivien et moi. Mère, vous allez froisser sa toge avant que nous prenions des photos. Les yeux de Vivien ont lancé un éclair, mais son sourire est resté. Certaines choses valent la peine d'être froissées, Hélène. La dynamique entre elles avait toujours été tendue, bien qu'aucune des deux ne l'admette ouvertement. Vivien vivait à 3 heures de route, dans sa petite maison victorienne, celle qu'elle avait refusé de vendre même après le décès de mon grand-père. Elle visitait rarement, généralement pour les vacances et les occasions spéciales, chaque visite étant marquée par l'anxiété de ma mère et les absences stratégiques de mon père. Le dîner a progressé avec les banalités d'usage. Mon père s'est levé pour porter un toast, sa coupe de champagne levée bien haut. À Kala, qui nous a rendus fiers en obtenant son diplôme avec les honneurs, a-t-il dit, son sourire de façade n'atteignant pas tout à fait ses yeux, bien que nous ayons toujours su qu'elle réussirait. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Malgré les défis financiers, nous t'avons toujours dit, n'est-ce pas Kala, que peu importe à quel point les choses étaient difficiles, nous trouverions un moyen. J'ai souri faiblement, me souvenant des innombrables fois où j'avais entendu ces mots exacts. On ne peut pas se permettre ça maintenant, Kayla. Peut-être le semestre prochain. Tu sais à quel point c'est serré. Cela avait été la bande-son de mes années universitaires. La raison pour laquelle j'avais travaillé 2 emplois tout en portant une charge de cours complète. L'explication pour laquelle je ne pouvais pas rejoindre mes amis pendant les vacances de printemps. Pourquoi je ne pouvais pas me payer une thérapie quand les crises de panique ont commencé en 2e année.
Pourquoi je portais les 3 mêmes tenues en rotation jusqu'à ce qu'elle s'effiloche aux coutures? Kala a toujours été si compréhensive concernant notre situation, a continué ma mère, cherchant ma main à travers la table. Si mature à propos des sacrifices. Vivien a posé sa fourchette avec un soin délibéré. Des sacrifices. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, vous savez, mère Vivien, tout le monde n'a pas des ressources illimitées. Nous avons toujours été honnêtes avec Kala sur notre situation financière. Honnête, a répété Vivien, sur un ton neutre, mais le regard perçant. Elle s'est tournée vers moi avec une intensité inhabituelle. Kala, les dépôts mensuels, les 1500 $ que je t'envoie depuis le début de l'université, est-ce que cela a aidé avec ces sacrifices? La table est devenue silencieuse. Mon verre s'est figé à mi-chemin de mes lèvres alors que je traitais ces paroles. Quel argent, ai-je demandé lentement, la question flottant dans l'air comme de la fumée. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Mes yeux ont dardé vers mes parents, qui s'étaient complètement immobilisés. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur, tandis que la mâchoire de mon père se serrait presque imperceptiblement. Les 1500 $ que j'envoie chaque mois depuis que tu as commencé l'université, a clarifié Vivien, ses yeux ne quittant jamais les miens, pour les dépenses, les urgences, et pour que tu n'aies pas à t'épuiser au travail tout en étudiant. Le silence s'est étiré, brisé seulement par le bruit de mon oncle posant maladroitement ses couverts. Il doit y avoir un malentendu, a finalement dit ma mère, son rire cassant et faux. Mère, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Je n'ai jamais reçu d'argent de grand-mère, ai-je dit, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Pas une seule fois. L'expression de Vivien s'est durcie alors qu'elle se tournait pour faire face à mes parents. Hélène, de quoi parle-t-elle? Mon père a récupéré en premier, son sourire d'homme d'affaires se remettant en place. Il doit y avoir une erreur bancaire. Je suis sûr que nous pouvons régler ça. Hélène gère les comptes. J'ai gardé chaque reçu, a coupé Vivien, sa voix calme mais ferme. Chaque confirmation de virement depuis 4 ans. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. 4 ans. 72 000 $. Pendant que je mangeais des ramen et travaillais de nuit au café du campus. Pendant que je refusais des soins médicaux et des opportunités sociales. Pendant que je me noyais dans la culpabilité chaque fois que je dépensais de l'argent pour des nécessités de base. Vous avez dit que nous étions en difficulté, ai-je chuchoté, regardant ma mère. Tu as dit que tu prenais des quarts supplémentaires pour m'aider à rester à l'école. La main de ma mère tremblait alors qu'elle tendait la main vers son verre de vin. Nous le gardions pour ton avenir. Pour les urgences. Quelles urgences, ai-je exigé, ma voix montant. L'urgence quand ma voiture est tombée en panne et que je n'ai pas pu aller en cours pendant 2 semaines parce que vous aviez dit que vous ne pouviez pas aider? L'urgence quand j'ai eu besoin d'un traitement de canal et que vous m'avez dit de prendre de l'ibuprofène jusqu'aux vacances d'été. Vivien a posé sa serviette sur la table et s'est levé avec une dignité tranquille. Je pense que nous avons eu assez de célébrations pour ce soir. Kala, voudrais-tu m'accompagner à ma voiture? Mon père s'est levé brusquement. Mère Vivien, s'il vous plaît. Ne gâchons pas le jour spécial de Kala avec un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, a répondu Vivien froidement. Et les seuls qui gâchent quoi que ce soit, c'est vous et ma fille. Elle s'est tournée vers moi, sa voix s'adoucissant. Kala, je serai à l'hôtel Parkside au centre-ville, chambre 312. Viens me voir quand tu seras prête à parler. Alors qu'elle sortait, le silence qu'elle laissait derrière elle était assourdissant. Mes cousins fixaient leurs assiettes. Mon oncle marmonnait quelque chose à propos d'affaires de famille, tandis que ma tante suggérait qu'il devrait partir. Je suis resté figé, regardant la célébration familiale se désintégrer autour de moi, soudain consciente que tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur mes parents, pouvait être bâti sur des mensonges. Le sommeil a refusé de venir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans ma chambre d'enfance, fixant les étoiles phosphorescentes que mon père avait mises au plafond quand j'avais 10 ans, l'un des rares souvenirs heureux que j'avais avec lui. La conversation avec mes parents après le départ de tout le monde avait été brève et insatisfaisante. Nous te protégions, avait insisté ma mère, son mascara bavant sous des larmes de crocodile. Tu n'étais pas prête pour ce genre d'argent. Nous allions te le donner après la remise des diplômes comme surprise. Mon père avait été plus stratégique. Ta grand-mère a toujours essayé de contrôler cette famille avec son argent.
Nous t'enseignons l'indépendance. Indépendance. Le mot résonnait dans mon esprit alors que je me souvenais des nuits où j'avais eu faim pour économiser pour des manuels scolaires. Les bourses pour lesquelles je m'étais battu, les prêts que j'avais contractés malgré les assurances de mes parents qui le géraient les choses. À l'aube, j'étais assise en tailleur sur mon lit, entouré de vieux journaux intimes, de cartes d'anniversaire et de lettres. J'avais commencé à remarquer des schémas, des références à des cadeaux que je n'avais jamais reçus, les commentaires constants de ma mère sur mes goûts de luxe, la culpabilité quand j'avais besoin de nouveaux vêtements ou de fournitures scolaires. Quand la première lumière du matin a filtré à travers mes rideaux, je me suis habillé silencieusement et je me suis glissé hors de la maison avant que mes parents ne se réveillent. Le trajet jusqu'à l'hôtel Parkside n'a pris que 15 minutes, mais c'était comme franchir une frontière vers un nouveau territoire. Vivien a ouvert sa porte immédiatement, déjà habillé d'un simple chemisier bleu et d'un pantalon, ses cheveux argentés soigneusement épinglés en arrière. Elle ne semblait pas surprise de me voir. « Je suis debout depuis 5 heures, a-t-elle dit en me faisant entrer. Certaines habitudes ne meurent jamais, même à la retraite. La chambre d'hôtel était modeste mais confortable. Vivien avait déjà commandé le petit déjeuner. Assez pour 2. Je pensais que tu viendrais tôt, a-t-elle expliqué en me versant du café. Tu as des questions. J'ai des réponses. Mais d'abord, mange quelque chose. Tu as l'air épuisé. J'ai choisi un croissant pendant que Vivien s'asseyait en face de moi, sa posture parfaite, mais ses yeux doux. J'aurais dû prendre de tes nouvelles directement, a-t-elle commencé, le regret évident dans sa voix. J'ai fait confiance à Hélène quand elle disait que tu étais trop occupé par tes études pour parler beaucoup. C'était mon erreur. Depuis combien de temps envoies-tu de l'argent, ai-je demandé, le café amer sur ma langue. Vivien a soupiré. Depuis que tu as commencé l'université. 1500 $ chaque mois. Mais ce n'est pas tout. Elle a attrapé son sac à main et en a sorti un porte-documents en cuir. J'ai aussi envoyé 500 $ par mois tout au long de tes années de lycée pour ton fonds universitaire, m'a-t-on dit. Mes mains ont commencé à trembler. C'est encore 24 000 $. Oui. Près de 100 000 $ au total, destinés à toi. Vivien a ouvert le porte-documents, révélant des relevés bancaires méticuleusement organisés. J'ai toujours tenu des registres. Ton grand-père m'a appris ça. J'ai fixé les papiers. Chacun était une confirmation de la trahison de mes parents. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé quand on discutait? Nous parlions rarement, Kala. C'est une partie du problème. La voix de Vivien s'est aiguisée. Chaque fois que j'appelais, Hélène disait que tu étudiais ou travaillais. Quand j'envoyais des cartes d'anniversaire ou des cadeaux de Noël avec des chèques, elle me racontait plus tard comment tu les avais dépensés. Je l'ai cru. Elle a fait une pause, ses mains se serrant l'une contre l'autre. J'aurais dû insister davantage. Je t'ai laissé tomber. Non, ai-je dit fermement. Ils m'ont laissé tomber. Ils nous ont menti à toutes les deux. Vivien a hoché la tête lentement. Oui. Et je pense que nous devons comprendre jusqu'où cela va. Après le petit déjeuner, nous avons établi un plan. Je vérifierai mes relevés bancaires et rassemblerai des preuves. Vivien consulterait son avocat au sujet des options juridiques. Nous nous retrouverions le lendemain. Alors que je rentrais à mon appartement près du campus, mon esprit s'emballait avec des souvenirs. La fois où ma mère a prétendu que mon chèque d'anniversaire de Vivien avait été refusé, me faisant sentir trop honteuse pour remercier ma grand-mère. Le voyage universitaire en Europe que j'avais été forcé de refuser parce que mes parents disaient que nous ne pouvions pas nous permettre la compte, malgré l'argent de Vivien qui attendait soi-disant sur mon compte. L'hiver où mon chauffage a été coupé parce que je ne pouvais pas payer la facture alors que je travaillais des doubles quarts entre les cours. À mon appartement, j'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire, celui que ma mère m'avait aidé à ouvrir quand j'ai eu 18 ans. J'ai fait défiler des années de transactions, cherchant la moindre trace de la générosité de Vivien. Rien. Les mains tremblantes, j'ai appelé la banque. J'ai besoin de savoir s'il existe d'autres comptes associés à mon numéro de sécurité sociale, ai-je dit après avoir vérifié mon identité. Je vois 3 comptes, a répondu le représentant. Votre compte chèque et votre épargne que vous consultez actuellement en ligne, et un compte conjoint avec Hélène Winter. Mon estomac s'est effondré. Je n'ai jamais ouvert de compte conjoint avec ma mère.
Les papiers ont été remplis quand vous aviez 17 ans, selon nos dossiers. Votre mère a l'autorité de signature. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement envoyé un SMS à ma cousine Marin. Nous avions été proches enfants, mais nous nous étions éloignés ces dernières années. Quelque chose que je soupçonnais maintenant d'avoir été délibéré de la part de mes parents. Besoin de parler. C'est important, à propos d'argent et de notre famille. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Enfin. Tu as compris. Appelle-moi. La voix de Marin était familière mais distante quand j'ai appelé. Je me demandais quand tu réaliserais ce qui se passait, a-t-elle dit sans préambule. Tante Hélène et oncle Porteur ont fait la même chose avec mon fonds universitaire de grand-père avant qu'il ne meure. Ils l'ont géré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je demandé, la douleur se mêlant à la colère. J'ai essayé une fois. Tu les as défendus si férocement que tante Hélène a convaincu tout le monde que j'étais jalouse et menteuse. La voix de Marin était factuelle, sans amertume. Après ça, mes parents ne m'ont plus laissé passer du temps avec toi sans surveillance. Ils disaient que j'étais une mauvaise influence. La conversation avec Marin a ouvert une autre blessure. La réalisation que mon isolement n'avait pas été accidentel. Les amis qui s'éloignaient après avoir rencontré mes parents. Les proches qui arrêtaient de m'inviter aux événements. Les façons subtiles dont ma mère critiquait quiconque devenait trop proche. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Vivien avec une lettre notariée de sa banque confirmant tous les virements effectués à mes parents au fil des ans, près de 100 000 $, exactement comme elle l'avait dit. La preuve était irréfutable. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents le lendemain matin, déterminé à les affronter directement. Ma mère a ouvert la porte en peignoir, feignant la surprise. Kala, nous pensions que tu étais retourné à ton appartement. Entre, je vais faire du café. Mon père était assis à la table de la cuisine, journal en main, comme si c'était un jour normal. Il l'a baissé légèrement quand je suis entré, son expression soigneusement neutre. Je suis au courant pour le compte conjoint, ai-je dit sans préambule. Je sais que vous avez imité ma signature quand j'avais 17 ans. La main de ma mère s'est figée sur la cafetière. C'est une accusation grave, Kala. Ce n'est pas une accusation. C'est un fait. La banque l'a confirmé. Mon père a plié son journal délibérément. Nous avons fait ce que tout parent responsable ferait. Tu étais mineur. Nous avons établi un compte pour ton avenir. Où est l'argent, ai-je exigé. L'argent de grand-mère. Mon argent. Le visage de ma mère s'est transformé, son expression se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? Avec des accusations? D'où penses-tu que venaient tes frais de scolarité? Ton appartement? Ta voiture? J'ai payé mon appartement avec mes boulots, ai-je répliqué. J'ai eu des bourses pour la scolarité, et la voiture venait de l'oncle Julien. Vous l'avez juste mise à votre nom pour les taux d'assurance. Tu es ingrate, a dit ma mère, sa voix montant. Nous avons tout sacrifié pour toi. Qu'avez-vous sacrifié, ai-je demandé, ma voix mortellement calme. Vos voyages au Mexique chaque hiver, la rénovation de la cuisine l'année dernière, la nouvelle voiture de papa. Mon père s'est levé, sa chaise raclant contre le sol. Ça suffit. Tu ne comprends pas les responsabilités d'adulte, Kala. Nous avions des dépenses, des investissements. Arrêtez de mentir, ai-je crié, me surprenant moi-même par la force de ma colère. Arrêtez, c'est tout. J'ai les relevés bancaires. J'ai les déclarations notariées de grand-mère. Je sais ce que vous avez fait. Le visage de ma mère s'est chiffonné en pleurs. La même performance que j'avais vue d'innombrables fois quand elle voulait mettre fin à une conversation difficile. Comment peux-tu nous faire ça après tout ce que nous avons fait? Tu me brises le cœur. Pour la première fois, j'ai reconnu la manipulation dans ses larmes. La façon dont elle avait toujours tordu les situations pour se faire passer pour la victime. Combien de fois l'avais-je réconforté alors que c'était moi qui avais été lésé? Je vais découvrir exactement ce qui est arrivé à cet argent, ai-je dit en reculant vers la porte. Et je vais m'assurer que grand-mère sache tout. L'expression de mon père s'est assombrie. Ne nous menace pas, Kala. Nous sommes toujours tes parents. Plus maintenant, ai-je chuchoté, les mots brûlant ma gorge. Pas après ça.
J'ai quitté leur maison en me sentant à la fois brisé et étrangement libre. Dans ma voiture, j'ai trouvé un texto de Vivien. Mon avocat nous recevra à 14 heures. Je passerai te prendre à ton appartement. Nous affronterons cela ensemble. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'étais pas seul. Le bureau de l'avocat était situé dans une maison victorienne convertie du centre-ville, son intérieur chaleureux avec des boiseries et des chaises en cuir. Monsieur Arlot, l'avocat de Vivien depuis plus de 20 ans, était un homme mince aux lunettes à monture argentée et à la façon de parler délibérée qui m'a immédiatement mis à l'aise. Ce que nous voyons ici, a-t-il dit après avoir examiné nos documents, c'est potentiellement une fraude financière, et un grand vol. La falsification de votre signature sur le compte conjoint lorsque vous étiez mineur est particulièrement troublante. Vivien était assise à côté de moi, sa main serrant occasionnellement la mienne lorsque ma voix faiblissait en expliquant mon histoire financière. La composante psychologique est également préoccupante, a continué Monsieur Arlot. Ce que vous décrivez, l'isolement des membres de la famille, la manipulation par la culpabilité, le récit contrôlé sur l'argent. Ce sont les caractéristiques de l'abus financier. Le mot abus a atterri comme un coup physique. Je n'avais jamais appliqué ce terme à mon éducation. Malgré l'anxiété constante, la marche sur des œufs, la culpabilité écrasante chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Pouvons-nous le prouver, a demandé Vivien, sa voix stable, mais ses doigts tremblant légèrement contre les miens. Avec ce que vous avez fourni, nous avons un bon départ, a confirmé Monsieur Arlot. Les relevés bancaires ne mentent pas. La confirmation notariée de vos virements, Madame Winter, établit l'intention. Maintenant, nous devons tracer où est allé l'argent. En quittant le bureau de l'avocat, Vivien a suggéré de dîner dans un petit restaurant à proximité. Autour d'une soupe et de sandwichs, elle m'a observé avec inquiétude. Tu es très calme, a-t-elle observé. Tu as des doutes? J'ai secoué la tête. Je suis juste en train de traiter l'information, de me souvenir des choses différemment maintenant. Comme quoi? Comme quand j'avais 16 ans et que je voulais assister à un programme d'écriture d'été à Northwestern. Maman a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, même si j'avais obtenu une bourse partielle. Elle a pleuré en disant à quel point elle était embarrassée de ne pas pouvoir m'offrir d'opportunités. J'ai repoussé mon bol de soupe. J'ai écrit une lettre pour refuser la bourse, en m'excusant de leur avoir fait perdre leur temps. L'expression de Vivien s'est assombrie. C'était l'été où j'ai envoyé $3000 supplémentaires spécifiquement pour le programme d'écriture de Kala. Hélène m'a dit que tu avais changé d'avis. Il y avait tellement de choses comme ça, ai-je chuchoté. Les voyages scolaires, les visites chez le médecin, même les vêtements. Je portais les mêmes jeans jusqu'à ce qu'ils aient des trous parce que maman faisait des commentaires sur mes goûts coûteux, sur le fait que l'argent était serré ce mois-là. Pendant qu'ils rénovaient leur salle de bain et faisaient des croisières, a ajouté Vivien, le ton amer. Je m'en veux, ai-je admis, d'avoir trop voulu, d'avoir été un fardeau. Vivien s'est penché par-dessus la table, ses yeux féroces. Tu étais une enfant, leur enfant. Jamais un fardeau. Le lendemain, j'ai rencontré Mademoiselle Reynolds, ma professeure d'anglais du lycée. Elle s'était toujours intéressée à mon écriture, me donnant souvent des livres supplémentaires et parfois même de l'argent pour le déjeuner, que j'avais accepté avec une honte brûlante. Je ne suis pas entièrement surprise, a-t-elle dit quand j'ai expliqué pourquoi je voulais la voir. J'ai appelé les services de protection de l'enfance une fois, pendant ton année de première. Je l'ai fixé, sous le choc. Vous avez fait quoi? Mademoiselle Reynolds a hoché la tête gravement. Tu es venu à l'école en décembre avec seulement une veste légère. Quand j'ai posé des questions sur un manteau d'hiver, tu as dit que tu ne voulais pas stresser tes parents en demandant un. Tu travaillais dans cette épicerie après l'école, mais tu semblais avoir peur de dépenser de l'argent pour toi-même. Elle a soupiré. Les services sociaux ont visité, mais ta mère a été très convaincante. Elle a dit que tu traversais une phase dramatique. Rien n'en est sorti. Ce soir-là, Vivien m'a présenté l'oncle Julien, le frère de mon père, que je connaissais à peine. Il avait été largement absent des rassemblements familiaux pendant des années, ce que mon père avait expliqué par l'instabilité de Julien. Julien nous a retrouvés à l'hôtel de Vivien, sa ressemblance avec mon père frappante malgré son apparence plus décontractée et son sourire sincère. Porter m'a coupé les ponts il y a des années, a-t-il expliqué en acceptant le café offert par Vivien, après que je l'ai confronté au sujet de certaines irrégularités financières dans la succession de notre mère.
Quel genre d'irrégularité, ai-je demandé. L'expression de Julien s'est durcie. De l'argent a disparu. Des comptes ont été mystérieusement vidés. Porteur avait une procuration. Et quand j'ai remis en question certaines transactions, je suis devenu persona non grata. Il m'a regardé avec sympathie. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, Kala. J'ai essayé de rester en contact, mais tes parents retournaient mes lettres et mes cadeaux. Ils ont fait quoi, ai-je chuchoté. Tactique d'isolement classique, a murmuré Vivien. Couper les alliés potentiels. Julien s'est penché en avant, son expression sérieuse. Écoute-moi, Kala. Ils feront n'importe quoi pour maintenir leur image. Quand tu les confronteras légalement, et tu devrais le faire, ils pleureront. Ils imploreront. Ils promettront de changer. Ne fais pas confiance à leurs excuses. Cette nuit-là, comme sur commande, mon téléphone s'est allumé avec des messages de ma mère. Des textos doux et conciliants promettant des explications, m'invitant à dîner, à arranger les choses en famille. J'ai montré les messages à Vivien, qui restait une semaine supplémentaire en ville pour me soutenir. N'y va pas seul, a-t-elle averti. Ils seront plus nombreux que toi, ils manipuleront la conversation. Si tu veux les entendre, j'irai avec toi. Mon petit ami, Ri, a appelé pendant que j'étais avec Vivien. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Il était gentil et stable, bien qu'un peu conventionnel. Quand j'ai expliqué la situation, sa réponse m'a laissé froide. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» a-t-il demandé. Les batailles juridiques avec la famille peuvent s'éterniser pendant des années. Peut-être qu'ils essayaient vraiment de te protéger à leur manière. Ils m'ont volé, ai-je dit, incrédule face à sa réponse. Ils m'ont menti toute ma vie. Je sais, et c'est mal, a-t-il rétropédalé. Je me demande juste si ça vaut tout ce drame. Les familles sont compliquées. Après avoir raccroché, Vivien m'a trouvé en train de pleurer sur le balcon de sa chambre d'hôtel. Ri pense que je devrais laisser tomber, ai-je expliqué en essuyant mes yeux. Que ça ne vaut pas le drame. L'expression de Vivien était compatissante mais ferme. Quand les gens te montrent aux côtés de qui ils sont prêts à se tenir lors d'une crise, crois-les. Elle s'est assise près de moi, enveloppant une couverture autour de mes épaules. Tu n'es pas seul dans ce combat, Kala. Je suis là. Julien est là. Ta cousine Marin, même ta professeure. Tu as des alliés. Le lendemain, armé des conseils de Julien et du soutien indéfectible de Vivien, j'ai accepté de rencontrer mes parents, mais en terrain neutre, dans un café du centre-ville, avec Vivien présente. Le visage de ma mère s'est tendu quand elle a vu ma grand-mère, mais elle a rapidement récupéré, tendant les bras vers moi. Kala, ma chérie, nous étions si inquiets. J'ai reculé, évitant son étreinte. Je suis ici pour écouter votre explication. C'est tout. Mon père s'est raclé la gorge, jetant un coup d'œil nerveux aux tables voisines. Pourrions-nous discuter de cela dans un endroit plus privé? Non, avons-nous dit, Vivien et moi, simultanément. Nous nous sommes assises à une table en coin, mes parents en face de nous. J'ai posé mon téléphone entre nous, l'application d'enregistrement tournant visiblement. Pour mes dossiers, ai-je expliqué. Le sourire de ma mère a vacillé. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, ai-je dit simplement. Maintenant, expliquez où est passé mon argent. Ce qui a suivi a été un cours magistral de déflexion. Mon père a parlé des finances familiales et des ressources partagées. Ma mère a tamponné des larmes inexistantes tout en mentionnant ses sacrifices et son inquiétude maternelle concernant ma responsabilité financière. Donc vous admettez que vous avez pris l'argent, ai-je insisté. Nous l'avons géré, a corrigé mon père, comme tout parent responsable le ferait. Tu ne savais pas comment gérer de grosses sommes. Comment le saurais-tu, ai-je riposté. Tu ne m'as jamais donné la chance d'essayer. Nous l'avons mis dans un compte conjoint familial, a-t-il dit, l'aveu lui échappant dans sa frustration, pour les urgences et ton avenir. Je me suis penché en avant. Où est-il maintenant? Mes parents ont échangé des regards. Il y a eu des dépenses, a commencé ma mère vaguement. Quelles dépenses? Tes frais de scolarité. J'avais des bourses et des prêts. La voiture. Oncle Julien a payé pour ça. Le calme de mon père s'est légèrement fissuré. Nous sommes tes parents, Kala.
Nous ne te devons pas un reçu détaillé pour chaque décision que nous avons prise en ton nom. Vivien, qui avait observé silencieusement, a finalement pris la parole. En fait, légalement, si, surtout puisque vous avez imité sa signature et détourné des fonds spécifiquement désignés pour son usage. Ma mère s'est tournée vers Vivien, son masque tombant complètement. Tu as toujours sapé mon éducation. Tu as toujours pensé que tu savais mieux que tout le monde. Eh bien, regarde ce que tu as fait maintenant. Tu as retourné ma propre fille contre moi. Tu as fait ça toute seule, Hélène, a répondu Vivien calmement. Je me suis levé, rassemblant mon téléphone et mon sac. Cette réunion est terminée. Mon avocat vous contactera. Alors que nous nous éloignons, ma mère a appelé après moi, sa voix se brisant de façon dramatique. Kala, s'il te plaît. Nous sommes toujours ta famille. Le bras de Vivien s'est enroulé autour de mes épaules alors que nous atteignions la porte. La famille ne vole pas la famille, a-t-elle dit assez fort pour que mes parents entendent. Et la famille ne manipule certainement pas un enfant pour lui faire croire qu'il est un fardeau. Dehors, sous le soleil brillant de l'après-midi, j'ai pris ma première grande inspiration depuis ce qui semblait être des jours. Et maintenant ? Le sourire de Vivien était à la fois triste et déterminé. Maintenant, nous nous assurons qu'il ne fasse jamais ça à quelqu'un d'autre. Et nous construisons quelque chose de mieux pour toi, quelque chose d'honnête. Pour la première fois depuis mon dîner de remise de diplôme, j'ai senti quelque chose comme de l'espoir fleurir dans ma poitrine. La route à venir serait difficile, mais au moins maintenant je pouvais la voir clairement, et je ne la parcourais pas seul. Le matin où j'ai déposé la plainte officielle, quelque chose a changé en moi. Debout à côté de Vivien dans le palais de justice du comté, regardant le greffier tamponner et traiter nos papiers, j'ai senti un étrange sentiment de calme remplacer la tempête qui avait fait rage en moi pendant des semaines. « Comment te sens-tu » a demandé Vivien alors que nous descendions les marches du palais de justice. Comme si je me défendais enfin, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. La plainte était complète, fraude financière, faux et usage de faux, vol par conversion. Monsieur Arlot nous avait aidé à tout rassembler, relevé bancaire, lettre notariée de Vivien confirmant l'objectif de ses dons, témoignage de Julien sur les modèles précédents de détournement financier, et même une déclaration de mademoiselle Reynolds sur ses inquiétudes pendant mes années de lycée. Ils ne se laisseront pas faire, a averti Vivien alors que nous retournions à son hôtel. Elle avait prolongé son séjour indéfiniment, passant du Parkside à un appartement de location à long terme au centre-ville. Hélène s'est jouée la victime. Elle a appris du meilleur. Son père était pareil. Je suis prête, ai-je dit, bien que mon estomac se torde à la pensée de ce qui allait arriver. Les nouvelles ont voyagé rapidement dans notre petite ville. Dès ce soir-là, mon téléphone vibrait de textos de la famille, d'amis et de parents éloignés. Certains offraient du soutien, d'autres exigeaient des explications. L'histoire avait commencé à se répandre, Kala Winter poursuivait ses parents pour fraude. La décision de Vivien de prendre publiquement ses distances avec mes parents a ajouté de l'huile sur le feu. À son club de bridge habituel, lorsqu'on l'interrogeait sur la situation, elle avait été directe, ma fille et mon gendre ont volé près de 100 000 $ destinés à l'éducation et au bien-être de ma petite fille. Je ne m'associerai pas à des voleurs, famille ou non. Les retombées ont été immédiates. Les invitations aux événements communautaires qui incluaient toujours mes parents spécifiaient soudainement Vivien et moi à la place. Les amis qu'ils avaient cultivés pendant des années ont commencé à remettre en question leurs propres relations financières avec eux. Les associés de mon père ont commencé à poser des questions inconfortables. 3 jours après avoir déposé la plainte, ma mère est apparue à l'improviste dans mon appartement, les yeux cernés de rouge et les mains tremblantes. « S'il te plaît » a-t-elle supplié depuis ma porte d'entrée. « Tu dois laisser tomber ça. Tu gâches tout. » J'ai tenu le cadre de la porte, bloquant son entrée. Comme tu as gâché ma chance d'avoir une expérience universitaire normale, d'avoir un traitement médical quand j'en avais besoin, des opportunités qui auraient pu changer ma vie. Je te protégeais, a-t-elle insisté, sa voix montant à ce ton familier qui m'avait toujours fait reculer par le passé. C'est Porter qui a pris l'argent. J'ai juste suivi parce que j'avais peur de ce qu'il ferait. Le mensonge était si transparent qu'il m'a presque fait rire. Maman, j'ai vu les relevés bancaires. Tu étais la signataire principale sur le compte. Tu as fait la plupart des retraits. Son visage s'est chiffonné, les larmes coulant librement maintenant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marié à quelqu'un comme ton père.
La pression, le contrôle. Arrête, ai-je dit fermement. Je ne marche plus là-dedans avec toi. Plus maintenant. Tout passe par nos avocats désormais. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester, la voiture de Vivien est entrée dans le parking. Ma grand-mère s'est approchée à grands pas décidés, son expression se durcissant à la vue de sa fille. Hélène, a-t-elle dit froidement. C'est inapproprié. Kala a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas de contact direct. Ma mère s'est retournée vers Vivien, son chagrin se transformant instantanément en rage. Tu as fait ça. Tu l'as retourné contre nous. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec Kala. Vivien n'a pas bronché. Quelle relation, Hélène? Celle où tu l'as manipulée et volée? Où tu l'as isolée de quiconque aurait pu l'aider? Cette relation? Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits, a interrompu Vivien, sa voix comme de l'acier. Tu as volé sa dignité à ta fille. Cela ne peut pas être effacé avec des larmes et des excuses. Ma mère la fixait, la bouche ouverte sous le choc. Vivien avait toujours été quelque peu déférente envers sa fille par le passé, évitant la confrontation directe. Cette nouvelle Vivien féroce était une révélation. J'en ai fini avec toi, a continué Vivien. Depuis hier, j'ai changé mon testament. Toi et Porter n'êtes plus bénéficiaires de quoi que ce soit que je laisse derrière moi. Tout ira à Kala, et à des œuvres caritatives qui soutiennent les victimes d'abus financiers familiales. Le visage de ma mère est devenu blanc. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Vivien m'a pris le bras doucement. Rentre, Kala. Nous avons des projets de dîner à discuter. Cette nuit-là, Ri a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas continuer notre relation. C'est trop, a-t-il dit, la voix tendue, le procès, le drame familial. Je n'ai pas signé pour ça, Kala. Bien que je l'ai vu venir, la finalité de son abandon m'a quand même piqué. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Vivien dans la cuisine de son appartement de location en train de faire du thé. Ri est parti, ai-je dit simplement. Elle a hoché la tête, sans surprise. Certaines personnes ne peuvent marcher avec toi que lorsque le chemin est lisse. Le lendemain matin, Monsieur Arlo a appelé. Le juge avait fixé une date pour une audience d'urgence. Mes parents tentaient de faire rejeter l'affaire avant que la phase de découverte, Discovery, ne puisse commencer. Ils deviennent nerveux, a-t-il expliqué. C'est bon pour nous. Cela signifie qu'ils savent que nous avons un dossier solide. L'audience était prévue pour la semaine suivante. En attendant, Monsieur Arlo m'a suggéré de récupérer tous les documents personnels restants dans la maison de mes parents. Emmenez quelqu'un avec vous, a-t-il conseillé. Pas votre grand-mère. Elle est trop impliquée émotionnellement. Peut-être votre cousine ou votre oncle. Julien a accepté de m'accompagner. Nous sommes arrivés à ma maison d'enfance un mardi après-midi, quand je savais que mes parents seraient au travail. Utilisant la clé que j'avais encore, nous sommes entrés silencieusement. L'odeur familière du pot pourri de ma mère a ramené des souvenirs que je voyais maintenant sous un angle différent. Nous devrions nous concentrer sur les dossiers financiers, a dit Julien alors que nous étions dans l'entrée. Déclaration d'impôt, relevé bancaire, document d'investissement. J'ai hoché la tête, le menant au bureau de mon père. Le classeur était verrouillé, mais Julien était venu préparer avec une petite trousse à outils. Ton père et moi avons grandi dans la même maison, a-t-il expliqué en travaillant sur la serrure. Il n'a pas changé ses cachettes depuis que nous étions gamins. À l'intérieur du classeur, nous avons trouvé une mine de documents, pas seulement sur mes comptes, mais sur des situations similaires avec d'autres membres de la famille. Un dossier étiqueté fiducie marin contenait des enregistrements de transfert d'un compte établi par mon grand-père pour l'éducation de ma cousine. Un autre dossier étiqueté succession JWE contenait des papiers relatifs à la sœur de ma grand-mère, Judith, décédée 10 ans plus tôt. Ils font ça depuis des années, a marmonné Julien, son expression s'assombrissant en feuilletant les pages. À plusieurs membres de la famille. Nous avons tout photographié, en prenant soin de ne pas déranger l'arrangement original. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai fait un détour par mon ancienne chambre, voulant récupérer quelques souvenirs d'enfance. La pièce avait été transformée. Mon lit jumeau avait disparu, remplacé par un vélo d'appartement et un banc de musculation. Mes étagères avaient été enlevées, les murs repeints. Il ne restait aucune trace de moi.
Il prévoyait de m'effacer avant même tout ça, ai-je réalisé à voix haute, ma voix résonnant dans l'espace inconnu. Julien a posé une main sur mon épaule. Ils peuvent changer la pièce, Kala. Ils ne peuvent pas effacer qui tu es. Le jour de l'audience est arrivé avec un sentiment d'inévitabilité. Le palais de justice était plus fréquenté que je ne l'avais prévu, avec plusieurs visages familiers dans le couloir, des voisins, d'anciens professeurs, et même les amis du club de bridge de ma mère. Vivien les a salués avec une dignité tranquille, tandis que j'essayais de calmer les papillons dans mon estomac. Mes parents sont arrivés avec leur avocat, un homme aux traits acérés nommé Bennett, qui se spécialisait dans la défense des criminels en col blanc. Ma mère était vêtue de couleur douce, son maquillage minimal, jouant le rôle du parent blessé. Mon père avait l'air sombre mais composé dans son meilleur costume. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Levançon, une femme sévère dans la soixantaine, a examiné nos dossiers avec une précision méthodique. Après que les avocats eurent présenté leurs arguments initiaux, elle m'a regardé directement. « Mademoiselle Winter, je comprends que vous souhaitiez faire une déclaration. Bien que ce soit inhabituel à ce stade, étant donné la nature de cette affaire, je vais l'autoriser. » Je me suis levé sur des jambes tremblantes, sentant la présence encourageante de Vivien derrière moi. La déclaration que j'avais préparée semblait inadéquate maintenant, face à la réalité de mes parents assis à quelques mètres, leurs expressions soigneusement neutres. Prenant une grande inspiration, j'ai commencé à parler. « Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement l'argent, bien que près de 100 000 $ soit certainement une somme significative. Il s'agit de la confiance, et de sa violation. Il s'agit de parents qui ont systématiquement menti à leur enfant, tout en volant des opportunités qui lui revenaient de droit. » Ma voix est devenue plus forte alors que je continuais. Pendant des années, j'ai cru que nous étions en difficulté financière. J'ai travaillé plusieurs emplois tout en étudiant à temps plein. Je me suis passé de soins médicaux. J'ai manqué des opportunités qui auraient pu façonner mon avenir différemment. Tout cela pendant que mes parents utilisaient l'argent désigné pour mon bien-être pour rénover leur maison, prendre des vacances, et maintenir les apparences dans notre communauté. La salle d'audience était silencieuse alors que je parlais de la falsification, du compte caché, du schéma d'isolement et de manipulation, et de la découverte de preuves d'un comportement similaire envers d'autres membres de la famille. À travers tout cela, j'ai gardé ma voix stable, mes yeux rencontrant occasionnellement ceux de mon père, qui ne pouvait pas soutenir mon regard. Je ne prends pas cette action à la légère, votre honneur. Mais la tromperie systématique que j'ai vécue n'était pas le résultat d'une seule mauvaise décision ou d'un manque temporaire de jugement. C'était une campagne de plusieurs années pour me contrôler par la manipulation financière, tout en volant ce qui était censé m'aider à construire mon avenir. J'ai avalé difficilement avant de finir. Aucun enfant ne devrait avoir à poursuivre ses parents en justice pour obtenir une honnêteté fondamentale. Mais aucun parent ne devrait voler son enfant, tout en le persuadant qu'il est un fardeau. Quand je me suis rassise, le silence a persisté pendant plusieurs secondes avant que la juge Levançon ne se racle la gorge. « Merci, mademoiselle Winter. » Elle s'est tournée vers l'avocat de mes parents. « Monsieur Bennett, votre partie souhaite-t-elle répondre ?» Bennett s'est levé doucement. « Votre honneur, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu familial qui a été tragiquement monté en épingle. Les Winter géraient simplement les finances de leur fille avec ses meilleurs intérêts à cœur. Nous aimerions proposer une conférence de règlement plutôt que de procéder à ce qui pourrait être un processus public long et douloureux. » Le regard de la juge Levançon était perçant. « Une offre de règlement à ce stade suggère que vos clients reconnaissent le bien-fondé des réclamations contre eux, monsieur Bennett. » Pas du tout, votre honneur. Cela reflète simplement leur désir de guérir leur famille sans litige inutile. La juge a étudié mes parents un long moment avant de se tourner à nouveau vers moi. « Mademoiselle Winter, êtes-vous intéressée par des discussions de règlement ?» Avant que je puisse répondre, monsieur Harlow s'est levé. « Votre honneur, ma cliente a tenté une résolution informelle à plusieurs reprises. Les défendeurs n'ont pas reconnu leur tort ni fourni un compte rendu complet des fonds détournés. Nous pensons qu'une découverte formelle est nécessaire avant qu'un règlement significatif puisse être atteint. » La juge Levançon a hoché la tête. « Je suis d'accord. Motion de rejet refusée. La découverte va procéder, et j'ordonne une expertise comptable de tous les comptes pertinents. » Elle a fixé mes parents d'un air sévère. « Les preuves présentées aujourd'hui suggèrent un modèle de comportement troublant qui mérite une enquête approfondie. Nous nous réunirons à nouveau dans 60 jours.
À l'extérieur du tribunal, des journalistes du journal local s'étaient rassemblés. Vivien s'est avancé, me protégeant de leurs questions alors que nous nous dirigions vers la voiture. « Tu as été magnifique », a-t-elle dit une fois que nous roulions. Tes mots étaient puissants parce qu'ils étaient vrais. Pour la première fois depuis la nuit de la remise des diplômes, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. La route à venir serait difficile, mais j'avais enfin trouvé ma voie. Le petit appartement d'une chambre que j'ai loué avec les premiers fonds de restitution n'était pas grand-chose, un espace converti au-dessus d'une librairie au centre-ville, mais c'était le mien. Chaque décision, des meubles d'occasion à la couleur du rideau de douche, a été prise sans se demander si je le méritais, sans culpabilité sur le coup, sans l'approbation de qui que ce soit d'autre. Vivien visitait souvent, apportant des plantes pour mes rebords de fenêtres et des livres pour mes étagères. Nous construisions une relation qui aurait dû exister il y a des années, non filtrée par l'interférence de mes parents. J'ai trouvé ça en nettoyant quelques boîtes de rangement, a-t-elle dit un après-midi, plaçant une pile d'albums photos sur ma table basse. Des photos de toi bébé, avant que les choses ne se compliquent avec tes parents. Nous nous sommes assis ensemble sur mon canapé usé, tournant des pages remplies d'images que je n'avais jamais vues. Vivien me tenant à l'hôpital. Ma première fête d'anniversaire chez elle. Un Noël où elle s'était déguisée en Père Noël. Ils m'ont caché ça, ai-je dit, traçant une photo de Vivien me poussant sur une balançoire. Je n'ai jamais su que nous avions eu ces moments. Ils ont commencé à limiter mon accès à toi quand tu avais environ 3 ans, a expliqué Vivien, sa voix teinte d'une vieille douleur. Hélène inventait des excuses. Tu étais malade. Vous aviez des projets. Tu étais trop fatigué pour des visiteurs. Finalement, les visites sont devenues si restreintes que je ne te voyais qu'aux grandes vacances ou aux événements qu'il contrôlait. Je me suis appuyé contre son épaule, essayant de concilier ces images avec mes souvenirs limités. J'ai toujours pensé que tu étais distante par choix, que tu ne voulais pas être impliquée dans ma vie. Jamais, a-t-elle dit fermement. Tu as toujours été précieuse pour moi. Je ne me suis juste pas battu assez fort pour rester connecté à toi. C'est mon plus grand regret. Alors que le processus judiciaire continuait, j'ai commencé à rencontrer chaque semaine Amaury Fletcher, une assistante sociale spécialisée dans le soutien aux survivants d'abus financiers familial. C'était une femme chaleureuse et directe dans la quarantaine, qui avait vécu une manipulation similaire de la part de son propre père. Ce que vous ressentez est normal, m'a-t-elle assuré lors de notre première séance. La confusion, la colère, le chagrin. Tout cela fait partie de la reconnaissance que votre réalité a été délibérément déformée par des gens qui auraient dû vous protéger. Avec les conseils d'Amaury, j'ai commencé à tenir un journal, non seulement sur les événements récents, mais sur des souvenirs de toute mon enfance. Des schémas ont émergé. Les effondrements émotionnels dramatiques de ma mère chaque fois que j'affirmais mon indépendance. Le rejet froid de mes accomplissements par mon père, à moins qu'ils ne rejaillissent positivement sur lui. La façon dont les besoins de base devenaient des demandes spéciales qui nécessitaient une justification élaborée. Il me faisait sentir qu'exister était une imposition, ai-je dit à Amaury un jour, la réalisation me frappant soudainement. Comme si je devais gagner mon droit de prendre de la place dans le monde. Elle a hoché la tête. C'est le cœur de ce genre d'abus, faire croire à la victime qu'elle est fondamentalement indigne. Cela la rend plus facile à contrôler. Un soir, sur la suggestion d'Amaury, j'ai écrit une lettre à la moi de 14 ans, la fille qui avait commencé à travailler les week-ends dans une épicerie locale. Remettant la plupart de ses gains à ses parents pour les dépenses du ménage tout en croyant que sa famille était au bord de l'effondrement financier. Cher Kala. À 14 ans, tu n'es pas le fardeau qu'ils te font sentir être. La confusion que tu ressens quand ils louent ton indépendance tout en te rendant dépendante, ce n'est pas ton imagination. La culpabilité que tu portes pour avoir besoin de nouvelles chaussures ou vouloir participer au voyage scolaire, tu ne mérites pas ça. La façon dont tu as appris à te faire plus petite, à avoir besoin de moins, à t'excuser d'exister. Rien de tout cela n'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. L'argent que tu gagnes et qui disparaît dans leurs mains, ils n'aident pas vraiment avec les factures. Les histoires sur la lutte financière sont des mensonges conçus pour te garder reconnaissante pour des miettes. L'isolement que tu ressens vis-à-vis des amis et des proches n'est pas parce que tu n'es pas aimable ou trop nécessiteuse. C'est délibéré. J'aimerais pouvoir te dire que ça ira mieux bientôt, mais la vérité est qu'il faudra des années avant que tu découvres ce qu'ils ont fait. Mais quand tu le feras, tu trouveras un vrai soutien. Tu trouveras ta grand-mère,
la femme qu'ils ont tenue à distance toute ta vie. Tu trouveras ta voie. Tu commenceras à comprendre que tu mérites une dignité et une honnêteté fondamentale. Tu n'es pas seul, même si on dirait que c'est le cas maintenant. Garde ces petits rêves vivants. Continue d'écrire dans ton journal caché. Continue de croire qu'il pourrait y avoir plus dans le monde que ce qu'il te montre. Un jour, tu construiras une vie qu'ils ne pourront pas toucher. Avec amour, ta future toi, Kala. Après 2 mois dans mon appartement, Vivien m'a invité à séjourner chez elle, dans sa maison victorienne à 3 heures de route. Juste pour l'été, a-t-elle suggéré. Je travaille sur des mémoires et j'aurais bien besoin de ton expertise en écriture. De plus, cela nous donnerait du temps ensemble sans les rappels constants du procès. Le timing semblait juste. La phase de découverte était en cours, avec des jurys comptables traçant le chemin de l'argent de Vivien à travers divers comptes et investissements. Mes parents avaient fait une nouvelle tentative de règlement, offrant de rembourser la moitié du montant sans admission de faute, ce que nous avions rejeté catégoriquement. Ils ne comprennent toujours pas, ai-je dit à Monsieur Arlot après avoir examiné leur offre. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de responsabilité. La maison de Vivien était exactement comme je l'avais imaginé d'après les quelques fois où elle l'avait décrite, une gracieuse demeure victorienne à 2 étages avec une large véranda et des jardins qui fleurissaient grâce à une planification minutieuse. Ma chambre donnait sur un érable japonais qui projetait des ombres tachetées sur le parquet. C'était censé être ta chambre chaque fois que tu visitais, a expliqué Vivien en m'aidant à défaire mes valises. Je continuais d'espérer que tes parents céderaient et te laisseraient rester pour les étés ou les vacances scolaires. Pour la première fois depuis la remise des diplômes, je me sentais vraiment en paix. Les matinées étaient passées à aider Vivien avec la recherche pour ses mémoires, un projet qu'elle avait commencé après avoir pris sa retraite de l'enseignement de l'anglais dans un collège communautaire local. Les après-midi étaient à moi pour lire, marcher ou travailler sur ma propre écriture. Les soirées étaient consacrées à de longues conversations sous la véranda, comblant les décennies de connexion que nous avions manquées. Un week-end, ma cousine Marin est venue nous rendre visite, apportant de vieilles photos de famille et des histoires que je n'avais jamais entendues. Nous étions assises dans la véranda de Vivien, reconstruisant des relations qui avaient été déformées par les récits de mes parents. Ils m'ont dit que tu pensais être trop bien pour le reste d'entre nous, a admis Marin, triant des photos d'une réunion de famille. Je me souvenais à peine que tu ne voulais pas être associé aux côtés campagnards de la famille. J'ai secoué la tête, la douleur familière du temps perdu s'installant dans ma poitrine. Ils m'ont dit que vous aviez tous arrêté de m'inviter parce que j'étais difficile et exigeante. Triangulation classique, a dit Marin, le terme familier grâce à mes séances avec Amaury. Garder tout le monde séparé pour que personne ne compare ses notes. Nous avons été interrompus par le son du système de sécurité de Vivien qui carillonnait. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de ma mère entrer dans l'allée. Je ne savais pas qu'elle venait, ai-je dit, la tension inondant immédiatement mon corps. Vivien est apparu dans l'encadrement de la porte, son expression sombre. Elle n'est pas invitée. Je vais gérer ça. De la fenêtre de la véranda, j'ai regardé ma grand-mère rencontrer ma mère au portail d'entrée. Leur conversation a été brève, les gestes de ma mère devenant de plus en plus agités tandis que Vivien restait parfaitement immobile. Finalement, ma mère s'est effondrée en pleurs, tombant à genoux sur l'allée dans une démonstration que j'avais vue d'innombrables fois, la manipulation ultime quand tout le reste échouait. Vivien n'a pas bougé pour la réconforter. Au lieu de cela, elle a prononcé quelques derniers mots et s'est retournée vers la maison, laissant ma mère recroquevillée sur le chemin. Quand elle est revenue dans la véranda, le visage de Vivien était composé, mais ses mains tremblaient légèrement. Qu'est-ce qu'elle voulait, ai-je demandé. Le pardon, a répondu Vivien simplement. Elle prétend que son mari l'a quittée, qu'elle est seule et qu'elle réalise ses erreurs. Elle veut faire amende honorable. Tu la crois? Vivien a considéré la question attentivement. Je crois qu'elle souffre. Je crois qu'elle peut même regretter certaines de ses actions. Mais je ne crois pas qu'elle soit capable du genre d'autoréflexion honnête nécessaire pour un vrai changement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle n'est plus la bienvenue chez moi. Qu'elle devra répondre à toi, pas à moi. Que nous ne sommes plus son système de soutien. Vivien s'est assise à côté de moi, prenant ma main. Était-ce trop dur? J'ai pensé à toutes les années de manipulation, aux mensonges soigneusement construits, aux opportunités volées, aux relations sabotées. Non, ai-je dit finalement. C'était honnête.
C'est tout ce que nous pouvons être maintenant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère, 20 pages d'écriture fluide, alternant entre l'auto-justification et des supplications désespérées pour la réconciliation. Elle décrivait l'abus émotionnel de mon père envers elle, son comportement contrôlant, sa peur de lui tenir tête. Elle prétendait avoir économisé une partie de l'argent de Vivien dans un compte séparé pour les urgences que mon père ne connaissait pas. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant quelque chose de sincère au milieu des schémas familiers de manipulation. Il y avait des moments de perspicacité apparente, des aveux de jalousie envers ma relation avec Vivien, la reconnaissance de l'utilisation de la culpabilité pour me contrôler, mais ils étaient incrustés dans des excuses et des déflexions de responsabilité. Ce soir-là, j'ai fait un petit feu dans le foyer extérieur de Vivien. Marin et Vivien m'ont rejointe alors que je plaçais la lettre sur les flammes, regardant les pages se recroqueviller et noircir. Je ne suis plus en colère, ai-je dit alors que la dernière page disparaissait en cendres. J'en ai juste fini. Le lendemain matin, Marin m'a montré un article de presse sur son téléphone. Mon père avait été arrêté pour fraude d'entreprise. Apparemment, ses pratiques comptables créatives s'étendaient au-delà des fonds familiaux. L'entreprise où il travaillait comme contrôleur financier portait plainte pour détournement de fonds remontant à 5 ans. Je n'ai ressenti qu'une reconnaissance sourde. Bien sûr, il avait volé ailleurs. Le schéma était trop enraciné pour se limiter à la famille. Ça va, a demandé Vivien quand je lui ai montré l'article. Oui, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Leurs choix ne me définissent plus. Alors que l'été se transformait en automne, l'affaire judiciaire a atteint sa conclusion. Avec les preuves de l'expertise comptable et les problèmes juridiques séparés de mon père, mes parents ont accepté un règlement complet, remboursement de tous les fonds volés, plus des dommages pour détresse émotionnelle. L'argent semblait presque accessoire maintenant. La vraie victoire était dans la reconnaissance de la vérité, dans la reconstruction de la compréhension de ma propre vie. Avec une partie du règlement, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai établi un fonds de bourse d'études à mon ancienne université pour les étudiants ayant vécu des difficultés financières ou un éloignement familial. Nous l'avons nommé le Fonds Vivien pour les nouveaux départs. Pourquoi utiliser mon nom, a demandé Vivien quand je lui ai montré les papiers. Parce que tu m'as montré à quoi ressemble un vrai soutien, ai-je expliqué. Pas un contrôle déguisé en aide, mais une croyance sincère dans le droit de quelqu'un à construire son propre avenir. L'article est paru dans l'édition du dimanche du journal local, 6 mois après la finalisation du règlement. Une diplômée découvre une fraude familiale passée inaperçue pendant des années. La journaliste, André Akin, m'avait approché via Monsieur Arlot, demandant à partager mon histoire dans le cadre d'une série sur l'abus financier au sein des familles. Les gens ne parlent pas de ça, avait expliqué André alors de notre interview. Ils se sentent trop honteux, trop confus au sujet de leurs propres expériences. Votre volonté de parler ouvertement pourrait aider d'autres personnes à reconnaître ce qui leur arrive. L'article était réfléchi et détaillé, se concentrant non seulement sur les aspects financiers, mais sur l'impact psychologique de la manipulation à long terme. Quand il a été publié, je me suis préparé au retour de bâton, aux accusations de déloyauté familiale ou de recherche d'attention. Au lieu de cela, ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus partageant des expériences similaires, des enfants adultes dont les héritages avaient été détournés par des frères et sœurs, des grands-parents qui avaient été empêchés d'aider leurs petits-enfants. Des étudiants dont les parents avaient utilisé le soutien financier pour contrôler leurs choix. Je pensais que j'étais la seule, a écrit une femme nommée Tessa. Lire votre histoire, c'était comme voir ma propre vie se refléter pour la première fois. Le docteur Marian Ellison, chef du département de psychologie de mon université, a appelé pour m'inviter à parler lors d'un symposium sur le leadership étudiant. La littératie financière et l'établissement de limites sont des compétences critiques que nous n'enseignons pas efficacement, a-t-elle expliqué. Votre perspective serait inestimable. Debout au pupitre dans l'auditorium du campus, face à des rangées d'étudiants pas beaucoup plus jeunes que moi, j'ai ressenti un calme inattendu. J'avais apporté mes journaux intimes, l'enregistrement brut et non filtré de mon voyage de la confusion à la clarté. L'abus financier ne ressemble pas toujours à un vol évident, ai-je commencé, ouvrant une page écornée. Parfois, cela ressemble à une protection qui vous maintient dépendant. Parfois, cela sonne comme nous sommes en difficulté alors que les opportunités disparaissent. Parfois, cela ressemble à une culpabilité constante pour avoir des besoins normaux. J'ai lu des entrées s'étendant sur des années, des anxiétés du lycée concernant la demande de fournitures scolaires,
aux calculs universitaires pour savoir si je pouvais me permettre des antibiotiques pour une angine. À chaque lecture, je voyais la reconnaissance poindre sur différents visages dans le public. La réponse a été bouleversante. Les étudiants ont fait la queue après pour me parler, beaucoup partageant des confessions chuchotées de dynamiques similaires dans leur propre famille. Les membres du corps professoral ont demandé des listes de ressources et de signes avant-coureurs. Le centre de conseil de l'université a demandé la permission de développer un atelier basé sur mes expériences. Ce qui a commencé comme un engagement unique a évolué en une modeste plateforme. J'ai lancé un podcast appelé Hérité du silence, où j'interviewais des experts en abus financiers et partageais des histoires de survivants qui avaient repris leur autonomie. Chaque épisode se terminait par des ressources pratiques, des options juridiques, des groupes de soutien, des outils de littératie financière. Le podcast a gagné du terrain lentement, puis a attiré l'attention d'un producteur d'un réseau de radio nationale. Après la diffusion nationale d'un segment vedette, l'audience a explosé. 6 mois après le début du podcast, j'ai reçu un email qui m'a arrêté net. Il venait d'une jeune fille de 16 ans dans l'Oregon, nommée Lily. J'écoute votre podcast en secret depuis des mois. Mes parents contrôlent tout. Mon compte bancaire, l'argent de mon travail d'été, même les heures que je travaille. Ils disent qu'ils m'enseignent la responsabilité, mais ils ne me laissent jamais prendre de décision. Après avoir entendu votre histoire, j'ai demandé de l'aide à ma conseillère d'orientation. Elle a contacté ma tante, que je n'ai pas vue depuis des années parce que mes parents disaient qu'elle était instable. Il s'avère que ma tante essayait de me joindre depuis le début. Elle m'aide à ouvrir un compte séparé pour mes gains et à postuler à des universités sans que mes parents ne le sachent. Pour la première fois, j'ai l'impression que je pourrais avoir un avenir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je ne sais pas si je serai un jour assez courageuse pour les affronter comme vous l'avez fait, mais savoir que je ne suis pas folle ou ingrate de les remettre en question a tout changé. Merci de parler quand il aurait été plus facile de garder le silence. J'ai montré l'email à Vivien, qui était devenue ma plus fidèle supportrice et une invitée fréquente du podcast, ses yeux remplis de larmes alors qu'elle le lisait. C'est pour ça que nous nous sommes battus, a-t-elle dit simplement. Pas seulement pour ton argent, mais pour toutes les Lily là-bas. Amaury, qui était passée de ma thérapeute à mon amie et consultante occasionnelle pour le podcast, a suggéré que nous formalisions notre communauté grandissante. Ensemble, nous avons cofondé un groupe de soutien appelé Kiefunds, Fonds silencieux, axé sur la littératie financière et le rétablissement après une manipulation familiale. Ce qui a commencé comme des réunions mensuelles dans un espace emprunté à un centre communautaire s'est étendu à des chapitres dans les villes voisines, puis à travers l'État. Un mardi pluvieux, je suis rentré chez moi après l'enregistrement d'un épisode de podcast pour trouver une enveloppe épaisse dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était celle de ma mère, bien que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis la condamnation de mon père pour fraude d'entreprise, 6 mois plus tôt. Il avait reçu 5 ans, éligible à la libération conditionnelle après 3, une conséquence qui semblait avoir enfin percé les défenses élaborées de ma mère. La lettre à l'intérieur était différente de ses précédentes tentatives de contact. Il n'y avait pas de traces de larmes, pas de déclaration dramatique, pas d'excuses élaborées. Au lieu de cela, il y avait un compte rendu simple et direct de ses actions au fil des ans, non seulement avec moi, mais avec d'autres membres de la famille. Elle admettait sa jalousie envers la relation de Vivien avec moi, son ressentiment envers ma réussite scolaire, et les tactiques d'isolement délibérées conçues pour me garder dépendante. Je ne demanderai pas pardon, écrivait-elle vers la fin. Je ne le mérite pas, et le demander serait une autre forme de manipulation émotionnelle. Je veux seulement que tu saches que je vois clairement maintenant ce que j'ai fait, et que je travaille avec un thérapeute spécialisé dans les schémas de comportement narcissique. Que tu veuilles ou non avoir un contact avec moi à l'avenir est entièrement ton choix, et je respecterai les limites que tu fixeras. Ce soir-là, j'ai fait un autre feu dans ma petite cour arrière. J'avais acheté une maison modeste près de celle de Vivien le printemps précédent. Cette fois, alors que je plaçais la lettre sur les flammes, le sentiment n'était pas de la colère ou une finalité brutale, mais une fermeture tranquille. Ce chapitre de ma vie était vraiment terminé. Vivien m'a rejointe sous la véranda par la suite, enveloppant une courte pointe autour de nos épaules alors que nous regardions les braises s'éteindre. « Es-tu triste » a-t-elle demandé en étudiant mon expression. J'ai considéré la question attentivement. Pas triste exactement. Juste consciente de ce qui aurait pu être, dans une autre réalité où ils auraient fait des choix différents. Tu as construit quelque chose de remarquable à partir des cendres, a dit Vivien, faisant un geste vers ma maison, ma vie,
la communauté que nous avions créée. Quelque chose d'honnête. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation à parler lors d'une conférence nationale sur l'éthique financière familiale. Le discours d'ouverture serait prononcé devant des conseillers financiers, des planificateurs successoraux et des conseillers familiaux, des professionnels qui pourraient aider à identifier et prévenir des situations comme la mienne. Alors que je préparais mon discours, j'ai réfléchi au voyage depuis ce dîner de remise de diplôme jusqu'au moment présent. L'argent avait été récupéré, la bataille juridique gagnée, mais la vraie victoire était dans la réappropriation de mon récit, et dans l'aide apportée aux autres pour récupérer le leur. Vivien a insisté pour être au premier rang pour mon discours, ses cheveux argentés élégamment coiffés, ses yeux brillants de larmes non versées alors que je montais au podium. À 83 ans, elle était devenue non seulement ma grand-mère, mais ma meilleure amie, ma complice et ma conseillère la plus fiable. L'abus financier au sein des familles persiste parce que nous ne le nommons pas, ai-je commencé, balayant du regard la salle de professionnels. Nous l'excusons comme de la protection, le rejetons comme un malentendu, ou le cachons par honte. Mais le nommer est la première étape vers la guérison, tant pour les individus que pour nos communautés. Pendant 40 minutes, j'ai parlé des signaux d'alarme, des points d'intervention et du rôle crucial des défenseurs financiers neutres pour les jeunes adultes. J'ai partagé des histoires anonymisées d'auditeurs de podcasts et de membres de groupes de soutien, soulignant les schémas qui transcendaient les milieux socio-économiques et les structures familiales. L'argent lui-même est souvent secondaire par rapport au contrôle qu'il représente, ai-je expliqué. L'impact psychologique d'être amené à se sentir comme un fardeau, d'avoir son autonomie systématiquement sapée, s'étend bien au-delà de la perte financière. Le rétablissement nécessite non seulement une restitution, mais une reconnaissance. La reconnaissance que ce qui s'est passé était réel, et mal. Une fois les applaudissements retombés et les questions-réponses formelles terminées, une file s'est formée de personnes voulant me parler en privé. Parmi eux se trouvait un monsieur âgé aux yeux gentils et aux manières douces. Ma fille a cessé de me parler il y a 5 ans, a-t-il confié. Après avoir écouté votre podcast, j'ai réalisé que j'utilisais le soutien financier pour contrôler ses choix, où elle vivait, ce qu'elle étudiait, qui elle fréquentait. Je n'ai jamais vu cela comme de la manipulation jusqu'à ce que je vous entende décrire votre expérience. Il a fait une pause, clignant des yeux pour retenir ses larmes. J'ai commencé une thérapie. Je lui ai envoyé une lettre d'excuse, sans attente. Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour, mais pour la première fois, je comprends pourquoi elle a eu besoin de partir. Plus tard cette nuit-là, dans le calme de ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Vivien pour partager les événements de la journée. « Tu as créé quelque chose d'important », a-t-elle dit, la fierté évidente dans sa voix. Quelque chose qui nous survivra à toutes les deux. Nous l'avons créé, les jeux corrigés. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Tu aurais fini par trouver ton chemin, a insisté Vivien. Tu as toujours eu cette force en toi. En disant bonne nuit, j'ai pensé à la jeune femme effrayée et confuse que j'avais été à ce dîner de remise de diplôme. Se croyant un fardeau, inconsciente de sa propre valeur, isolée par un dessein minutieux. Le voyage de ce moment à celui-ci avait été douloureux, mais nécessaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper l'introduction du livre que j'envisageais depuis des mois. Je n'ai pas perdu une famille ce jour-là, à mon dîner de remise de diplôme. J'ai trouvé le courage d'en construire une vraie. Une fondée sur l'honnêteté au lieu de la manipulation. Sur le soutien au lieu du contrôle. Sur l'amour au lieu de la peur. Voici cette histoire. Le curseur clignotait sur l'écran, stable et patient, attendant les mots qui transformeraient la douleur privée en un but public. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Chacune représentant une vie connectée à d'innombrables autres par des fils invisibles d'influence et de soins. Quelque part là-bas, il y avait des gens encore piégés dans le silence, questionnant encore leur propre perception, se croyant encore indignes de la dignité fondamentale. Pour eux, je continuerai à parler. Pour eux, je continuerai à transformer l'héritage en plaidoyer. Pour eux, et pour la jeune femme que j'étais autrefois, je m'assurerai que le silence s'arrête ici. Que sacrifieriez-vous pour récupérer votre dignité volée? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez vraiment? Si cette histoire de trahison et de rédemption a résonné en vous, merci d'aimer, de vous abonner et de partager pour plus de récits puissants qui explorent les ombres au sein des familles et le courage qu'il faut pour entrer dans la lumière.